de la religion, de la bien-pensance, hérétique. En réponse, il fonde en 1964, l'année donc du séminaire, il fonde son école, l'école freudienne de Paris. Ce séminaire marque donc à plus d'un titre un tournant dans son enseignement. Il avance là ses propres concepts, au-delà des concepts freudiens qu'il a auparavant revisités. Une question du séminaire est de savoir comment se définit un sujet avec la formule cruciale « le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant ». Une formule du séminaire m'a particulièrement marquée. Il s'agit pour Lacan, je cite, de situer la position du sujet en fonction des conséquences de ce fait que nous avons à habiter le langage articulé. Le temps de ce séminaire est donc celui du sujet, du signifiant et son articulation à d'autres signifiants. Comment aborder ce séminaire pour cette soirée? Omaira Mességué, plus un du cartel, a proposé d'aborder le séminaire à partir de plusieurs éclats. Qu'est-ce qu'un éclat? L'étymologie du mot est foisonnante. Je retiens 3 formules: partie détachée d'un corps, manifestation qui fait scandale et magnificence. Je remercie alors vivement Nicole Bory, Francesca Biagicai, Dominique Corpelet et Philippe Lassagna, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et membre de l'AMP, d'avoir accepté de transmettre leur lecture du séminaire, chacun à partir d'un éclat. Ainsi, Nicole Bory va commencer et déplier la formule d'une femme: je suis seule à 5 heures. Francesca Biagicai va éclairer Dostoïevski et l'interjection. Dominique Corpelet va explorer Munch et le cri. Et enfin, Philippe Lassagna nous introduira à Dante et l'éloquence vulgaire. La conversation sera animée par les membres du cartel préparatoire, Valérie Bussière, Patricia Loubet, Jean-Noël Denard, et sera ponctuée par Omaira Mességué, plus un du cartel. Car si ces éclats sont des pièces détachées, hérétiques et splendides, ils ne sont pas sans boussole, celle de l'orientation lacanienne. Commençons donc avec Nicole Bory, qui va éclairer donc l'apologue « Je suis seule » à 5 heures, et vous trouverez dans le séminaire un petit schéma que décrit Lacan pour cet apologue. Nous l'avons reproduit pour l'occasion et Patricia Loubet va vous décrire ce schéma. Merci. Oui, c'est quelques lignes que l'on trouve et qui précèdent donc le schéma que vous avez exposé. Une jeune fille et son amant. Ils conviennent pour se retrouver du signe suivant. Quand le rideau sera tiré à la fenêtre, cela voudra dire que je suis seule. Autant de pots de fleurs, autant d'heures. Rideau tiré, 5 pots de fleurs, je serai seule à 5 heures. Qui veut illustrer ce qu'est un signe. Il précise que précisément, il y rate, il échoue radicalement, dit-il, page 246. Je n'ai pas réussi à trouver qui était ce linguiste, d'autant que Lacan dit que ce n'est pas tout à fait exactement le même message. Mais enfin, j'ai 2 pistes, Peirce ou Chomsky. Mais bon, probablement Chomsky. Donc, une jeune fille convient avec son amant d'un code pour qu'il puisse la rejoindre. Enfin, nous le supposons.
seul à 5 heures. Une scénette à l'intention de celui qui attend le message. Est-ce que c'est identifiable à un signe? Première question. Et Lacan répond que non. C'est en parole que cette convention a été fondée, c'est-à-dire que le signe ne sera interprété que parce que son sens est déjà déterminé. Cette convention, organisée en un petit scénario qui est lisible, d'être lisible, il est en cela signifiant. Ce qui ainsi s'exprime laisse ouverte une béance où se structure la fonction d'un désir. Le point de fuite de la subjectivité suppose la construction de tout le tableau du sujet lacanien. Dans ce séminaire, il est partout question de ça. Cette construction est faite à partir du rapport du sujet à la fonction du langage. C'est déjà avancé dans le même séminaire, page 107. L'instant de voir est toujours un tableau. Vous voyez, l'amant voit ça. C'est un tableau. L'accent mis dans la formule, le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, consiste à différencier le signifiant non pas du côté du récepteur, celui qui le reçoit, comme on le fait toujours, comme les linguistes le font, et où il se confond avec le signe, mais du côté de l'émetteur. Qu'est-ce qui se passe? Si le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, c'est dans la mesure où le sujet dont il s'agit, c'est celui de l'émetteur. Ici, l'émetteur annonce « je serai seul ». L'arrangement qui préside au rideau tiré ou pas suppose que ça lui parle à l'amant. En cela, il le reconnaît comme un message, un signe lisible, reçu pour lui uniquement. Le lisible, dans ce passage, devient le lectone, la scène que l'on comprend. Gardons la référence du lectone comme étant ce qui est exprimable et qui sera pour Lacan dans cet exemple du côté du signifié. Alors, il fait l'inventaire de la manière de recevoir ce message, Lacan. Ça, c'est vraiment intéressant. Le sujet ne lit pas de la même façon le signe selon la structure. Nous recevons des parlettes qui viennent s'inquiéter, s'expliquer de ce qu'ils ne comprennent pas les signes que leur font les autres, voire un autre. Ces sujets cherchent à savoir si c'est bien le signe d'un désir de l'émetteur. Dans ce passage, Lacan pose les choses différemment. Si l'inconscient est ce que je vous enseigne, là où ça parle, vous devez mettre le sujet derrière le signifiant qui s'annonce. Vous devez mettre le sujet derrière le signifiant qui s'annonce. Et vous qui recevez le message de votre inconscient, celui qui l'a émis, hein, le message, vous êtes à la place de l'autre, de l'ahuri. Le message envoyé qui annonce la jeune fille qui sera seule, eh bien, il lui revient sous ce signifiant seul. Cet exemple, seul à 5 heures, illustre les informations qui sont partout à portée de réception et qu'il suffirait de décoder. C'est là que la question, je trouve, du code est dans ce passage tout à fait crucial. À mon avis, il y a une série signe, signifiant, signifié, et on pourrait mettre en précédent code, signe, signifiant, signifié. Pourquoi considérer le rideau, les pots de fleurs, comme produisant du signifiant? C'est un code, dit Lacan. Mais la question est, où est le sujet et comment la fonction du signifiant le fait surgir? Ici, il s'agit de la jeune fille, l'émettrice. Cet arrangement, c'est celui d'une jeune fille qui attend le signe de reconnaissance de son lecteur privilégié, si je puis dire, puisqu'il connaît le code. Il y a là le désir de la jeune fille et celui qui attend n'est peut-être pas celui prévisible de son amant qui attend le signal. La voie est libre, mais c'est elle qui attend. Dans ce séminaire, Lacan parle de l'attente comme d'une position subjective quant au désir de l'autre. Ce seul fait vibrer bien des attentes du côté de la jeune fille, et au cœur de cette attente, il y a sa solitude au-delà du message, et même dans le message, je serai seul.
une sorte de rencontre avec elle-même, ce qu'elle est comme sujet entre l'envoi de son message et le retour de celui-ci avec ou sans la réponse du récepteur. Alors, ma question, est-ce qu'un désir se formalise? Parce que je me disais qu'au fond, on pourrait prendre ça comme ça. Peut-être pouvons-nous reprendre à partir de la citation du début, ce chemin nous mène à la fonction du signifiant et des effets par où il détermine le sujet singulièrement de le rejeter à chaque instant des effets mêmes du discours. Est-ce que l'on peut dire que le désir se formalise au moment où le sujet se trouve rejeté? C'est une question. Le commentaire sur la solitude de la jeune fille donne une indication de ce désir et de la position du sujet quant à ce désir. Elle attend. Dans cet exemple, il y a la différence entre signe, signifiant, code. Le signe, depuis l'expansion que lui a donnée Jung, a quelque chose de plus certain que le signifiant. Il serait le même pour l'émetteur et le récepteur. Ça, c'est la grande idée des linguistes. Lacan s'oppose à cette version dans ce passage. Mais en effet, le signe est de ce fait plus vraisemblable. Cette vraisemblance attachée au signe vient de la certitude qu'il indique une présence. Nous pouvons le préciser avec la référence citée également dans ce passage de la formule « il n'y a pas de fumée sans feu ». C'est une formule que Lacan reprend à plusieurs endroits. Il choisit cet exemple à plusieurs reprises et il dit à la fois, chaque fois la même chose et parfois avec des variantes qui sont très intéressantes. Il y a dans le signe, pour lui c'est un signe, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a dans le signe une vraisemblance qui tient à la certitude d'une présence. C'est bien ce que nous propose le scénario « Je serai seul à 5 heures ». C'est la tentative de faire un signe qui dit la présence. D'accord ? Cette vraisemblance du signe a des conséquences, car il paraît toujours plus vraisemblable que le signifiant. Et dans sa solitude, dans l'attente de la jeune fille que son message codé soit reçu, il y a cette vacillation produite par le signifiant qui suspend la certitude de la présence. Il fait valoir alors l'aphanisis du sujet, alors que le signe, lui, paraît toujours plus vraisemblable. Entre être seul, suis-je seul quant à ce message, ou bien être la seule, etc. Tout ça, c'est des déclinaisons signifiantes. Le signe est corrélé à une présence, alors que le signifiant, lui, est corrélé à une articulation. Articulation, cela veut dire qu'il vaut pour un autre signifiant avec lequel il fait système et qu'il n'est pas signe de la présence d'un être. C'est une citation de Miller. C'est lui d'une présence, mais laquelle? Il est signal d'une présence, mais laquelle? Le signifiant produit l'aphanisis du sujet pour réapparaître ailleurs dans un autre signifiant. Le signifiant articule l'absence du sujet, son manque à être. Et nous avons donc du côté du langage une série. Le sujet barré, signifiant absence, manque à être, et une autre série, le signe, présence, être. Bien, merci beaucoup, Nicole Bory, pour cet éclairage très précis. Donc, une question qui m'est venue en lisant votre texte et en vous écoutant. Vous avancez dans votre texte que la Convention, donc le rideau tiré et les pots de fleurs, organise un petit scénario qui est, dites-vous, lisible. Hein, et vous ajoutez que c'est d'être lisible qu'on peut dire que c'est un signifiant. Alors, est-ce que vous auriez pu revenir sur ce point pour nous aider à bien distinguer ce que serait, enfin, la différence entre identifier un signe, par exemple le bonhomme vert qui nous autorise à traverser la route, de la lecture d'un signifiant avec ce que cela implique? Parce que cette distinction signe-signifiant,
est très importante, d'autant que Lacan indique dans ses lignes des choses complexes. Et je vous donne 3 exemples. Il dit, page 244, que le signifiant peut être semblable au signe. Deuxièmement, que parmi les signes, il y en a qui sont des signifiants. Et troisièmement, que le rideau tiré et les pots de fleurs n'est pas un simple signe, mais ça ne se voit pas tout de suite. Donc, ça demande une petite précision supplémentaire. Alors, je vais commencer par la fin parce que le rideau tiré des pots de fleurs n'est pas un simple signe, c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire que justement, elle reste avec son message envoyé, ne sachant pas comment il va lui revenir, hein. Elle attend que la réponse soit du côté du message, mais au fond, ce qui revient, c'est son être de solitude. Donc, il y a quelque chose qui est bien ailleurs. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que quand il rajoute le code, alors vous parlez du petit bonhomme vert, pour moi, ça, c'est un vrai code. C'est-à-dire, c'est un code, on n'a pas à se poser la question de savoir, enfin, c'est en code, on l'a appris, on apprend les codes, on apprend le code de la route, d'ailleurs. Voilà, ça, on l'apprend, on sait que là, on peut se comporter comme ça ou comme ça. D'accord? Le signe, il n'y a pas de fumée sans feu, par exemple, ou le signe, les rideaux tirés, on discutait de ça tout à l'heure. Pour moi, un rideau tiré, ben, c'est quand il est tiré, c'est-à-dire qu'il est fermé. Ben non, là, c'est un rideau tiré qui est ouvert. Et ben, vous voyez, ça, c'est le signifiant. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'embrouille. C'est-à-dire que ça se complique. Est-ce que justement, le récepteur va dire, est-ce qu'il est tiré ce rideau? En fait, finalement, ça veut dire quoi? Et là, on s'embrouille. Donc, ça ressemble à un signe, mais ça ne peut être que interprété du côté du signifiant. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable la façon dont ça se dit. Et en effet, le code c'est vraiment le sens déterminé, quoi, mais qui détermine notre action, une action. Le signifiant, il faut l'interpréter. Et l'action en dépend de l'interprétation et pas de pas du code. C'est comme ça que je réponds. D'où peut-être les lisibles, parce que c'est très important. Je vous invite à tous ceux qui nous écoutent à s'attarder sur ces 3 pages qui sont formidables, notamment parce que Lacan va parler du lecton. Et c'est les petits bonhommes verts, on ne les lit pas. Et donc, si tu peux dire un petit mot sur les lisibles. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai ramené, parce que je pense que lisible, dans ce passage, c'est vraiment ça. Il va arriver au lectone. La scène est pour lui un lectone. C'est-à-dire, il y a une expression. Il dit, prenons la définition de lectone, c'est ce qui est exprimable. Bon, c'est exprimable. Le petit bonhomme vert, c'est pas exprimable. C'est le bonhomme vert. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Même celui qui ne sait pas sait que ça veut dire quelque chose. Tandis que là, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Peut-être. Je mets toujours un doute. Peut-être. Voilà. Et donc là, l'exprimable, c'est la façon dont le sujet va essayer de codifier son message. Au fond, on pourrait le prendre à l'envers. Cette jeune fille essaye de trouver un truc qui serait uniquement un message entre deux. Et finalement, ce qu'on se disait sur le signifiant fait que ça s'embrouille tout de suite, quoi. Mais en tout cas, il faut l'interpréter. Alors, voilà, ça, c'est important. Mais le point du lectone, c'est l'exprimable. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il dit, c'est une scène. On produit une scène. Et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, sur le fait que Lacan parle de ça quand il dit l'instant de voir, c'est le tableau. Parce que ça, c'est absolument remarquable. Je ne l'avais jamais pensé comme ça. Et je me suis dit, oui, au fond, le signifiant, il vient là, en prise directe. Et c'est ça le lectone. C'est le moment de voir de- qui va avec la question de l'interprétation. Mais là, il y a du sujet. Il n'y a pas la présence dont on parlait tout à l'heure. C'est la différence pour moi dans ce que j'ai lu.
Alors, toujours un problème de lecture. Justement, nous nous sommes beaucoup intéressés à un petit inventaire clinique que l'on trouve quelques pages après donc, ce schéma, où Lacan dit que la lecture que le récepteur fait d'un message dépend de sa structure. Donc, il se livre dans son commentaire à un inventaire clinique que l'on retrouve d'ailleurs dans la pratique lorsque les patients cherchent à savoir si c'est bien le signe d'un désir de l'émetteur auquel ils ont affaire. C'est vous qui le rappeliez ça. D'ailleurs, je ne résiste pas à vous lire le court passage que l'on trouve dans le séminaire quand Lacan interpelle finalement son auditoire hein, sur l'inventaire clinique. Donc, vous tous, psychotiques, névrotiques et pervers, qui faites partie de mon auditoire en tant qu'autre, qu'est-ce que ça veut dire que ce message devant lequel vous êtes? Donc ça, c'est vraiment un moment assez inouï et c'est vrai que j'avais envie de vous demander ce que c'est que cet inventaire clinique, du lisible finalement dans la psychose, dans la névrose ou dans la perversion puisqu'il les distingue clairement. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai, il y a quelque chose, le lisible, le lectone, pour le reprendre comme on vient de le dire, n'est p se présente, voudrait être univoque, il ne l'est pas. C'est ça le point de départ de ce petite scénette et ça ne l'est pas. Il faut une sorte de mise au point pour l'instant de voir et à ce moment-là, ça n'est plus univoque. C'est-à-dire que, on ne sait pas ce qu'on a vu, on va dire qu'on a vu ça. Est-ce qu'il y a l'intention de celui qui a produit ce message? Où est l'intention? Il y a toujours la question de et là, c'est plus tout à fait la même chose que la certitude d'une présence. Ça se mêle. C'est pour ça qu'on peut reprendre ce que vous disiez, c'est très juste, Jean-Noël. Dans ce séminaire, il passe comme ça du code au signe, au signifiant. Il les fait tourner en disant: «Mais oui, au fond, un signe peut devenir un signifiant». Oui, il y a pas de fumée sans feu. À un endroit, par exemple, il en parle en disant, c'est les fourmes crématoires, la fumée des fourmes crématoires, c'est pas la même chose que le signe de l'Indien. Oui, ça ne signifie pas la même chose. Donc là, il y a un endroit qui n'est pas univoque et il y a tout de suite l'idée que, il faut savoir répondre. C'est-à-dire, il y a une autre dimension que de savoir comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de la subjectivité qui apparaît à cet endroit-là et c'est pour ça que on ne répond pas tous de la même façon. Certains seront pas inquiets, certains seront inquiets, et cetera. C'est toute la variété clinique se loge là, j'ai envie de dire à l'appel du signifiant, d'où qu'il provienne. Peut-être il faut rappeler pour ceux qui n'ont pas lu les séminaires que Lacan dit, si je me rappelle bien, que les névrosés face au lecton ratent les rendez-vous. Oui, parce qu'il va hésiter si c'est tiré ou fermé. Voilà. Il dit que, je ne me rappelle pas, que Donc le psychotique, lui, il ne sait pas ce que veut dire le message, mais le sujet engendré dans le signifiant du message, c'est qu'il le lit, lui, le psychotique. Ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'il y a une certitude qui surmonte finalement un vide de signification du message. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est en train de lire quelque chose qui lui est adressé, mais qu'il ne comprend pas. C'est le côté énigme, enfin, c'est le côté perplexité et certitude. et les pervers, Alors lui, c'est plus... C'est la dernière page, c'est 248. Oui, 249, pardon. Si vous êtes pervers, vous vous intéressez à la dimension du désir. Vous êtes ce désir de l'autre. Vous êtes pris dans le désir en tant que le désir, c'est toujours le désir de l'autre.
vous êtes la pure victime, le pur holocauste du désir de l'autre comme tel. C'est se faire l'objet de la jouissance de l'autre, enfin, c'est un peu cette... On se disait dans nos discussions que c'est rare que Lacan fasse comme ça un petit inventaire névrospsychose perversion en donnant des exemples très précis. Ce n'est pas le seul endroit dans les séminaires où il les fait. C'est très étonnant parce qu'il les donne avec des exemples cliniques précis. Donc, on était très surpris sur cette façon de faire inventaire. Je trouve qu'il y a un point que tu laisses très bien entendre, Nicole, et c'est cette question de la vacillation. Ça me semble un point extrêmement important parce qu'il y a les lectons, d'accord, mais il y a ces moments de vacillation qui précèdent les 3 points qu'a souligné Patricia tout à l'heure. Oui, c'est ça le génie de cette petite scène, c'est qu'elle elle se voudrait parfaitement adaptée à la communication. Et finalement, elle revient à la jeune fille sous la forme de je suis en train de dire que je suis seule, ce qui n'est quand même pas tout à fait le point de départ. Et- et- Le point de départ, c'est tu peux venir, mais c'est pas comme ça qu'elle le dit. Voilà. Bon, peut-être la dernière question. Alors, vous soulignez bien qu'il s'agit d'entendre que le sujet en question est l'émetteur du message dans la formule. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Alors, évidemment, ça fait penser à fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, où Lacan dit l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée. Et donc, ça, c'est en 53. Il fait un pas de plus dans ce séminaire 12. Et à ce sujet, vous dites que la jeune fille attend un signe de reconnaissance de son lecteur privilégié puisqu'il connaît le code. Alors, en lisant ça, je me suis dit, au fond, la reconnaissance dont vous parlez là n'est sans doute pas la même que celle que Lacan utilise à partir du concept hegelien du désir de reconnaissance, où il parle de tuer ma femme. Là, ça serait tuer mon amant, en quelque sorte. Mais alors, est-ce que vous pourriez dire quelque chose de cette reconnaissance du désir? Là, elle pose la question de son désir, au fond. C'est là où, à chaque fois, enfin, quand Lacan dit qu'on on est ahuri devant le message, c'est que à chaque fois, on aperçoit que ce qui nous revient est non pas le message adressé, mais celui qui nous revient comme nous désignant, c'est une reconnaissance de cette présence dont on parlait, qui avec le signe aurait fonctionné sans interprétation, mais il y faut l'interprétation, il y faut le désir, il y faut quelque chose. Or, elle aperçoit la place de son désir et c'est une place vide. Merci beaucoup, Nicole. Et on va écouter donc Dominique Corpelet qui va nous parler sur les cris des Munch. Ça n'a échappé à personne que c'est les tableaux qui illustrent les séminaires 12. Il y a un commentaire magnifique de Lacan sur les tableaux. Et Dominique va nous donner un petit aperçu. Merci Omaïra. Alors donc dans la leçon 10 du séminaire 12, c'est une leçon intitulée Topologie de l'objet petit a, Lacan fait référence au cri de Munch. Il indique que le cri provoque le silence. Donc je cite le passage, ou plutôt un fragment du passage. Le cri fait le silence se pelotonner dans l'impasse même d'où il jaillit
pour que le silence s'en échappe. Et il continue, le cri fait le gouffre où le silence se rue. Alors, il est frappant, et il le souligne lui-même, que Lacan en passe par une illustration pour évoquer un phénomène qui relève a priori du registre du sonore, le cri. C'est le titre du tableau. Mais dit-il, il n'a pas trouvé mieux. Lacan vise au fond, c'est que Lacan vise au fond à évoquer le silence au cœur du cri et par là le vide de la voix. Non pas la voix parlée, celle qui articule un énoncé, un message, mais l'une des formes de l'objet petit a, dont la topologie est centrée par un vide. Alors c'est un séminaire très articulé autour de la topologie. Le cri donc fait partie de ce que Edvard Munch a appelé la frise de la vie. C'est un cycle de 22 toiles qu'il a peintes entre 1893 et 1902. Lors de la première exposition du tableau en 1895, les critiques avaient douté de la santé mentale de l'artiste. Munch avait alors ajouté, et on l'a découvert récemment, on a levé un peu le mystère, Munch avait alors ajouté au crayon sur la toile ces quelques mots, n'a pu être peint que par un fou. Dans son journal en 1892, il avait décrit les circonstances qui l'avaient conduit à peindre le cri. Alors qu'il se promenait avec deux amis, il avait éprouvé à la vue du ciel et du fjord un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Eh bien, cette déchirure est centrale dans le tableau. Cette déchirure est centrale dans le tableau. Un être à l'avant-plan, sur un pont, la bouche ouverte, se couvre les oreilles avec les mains. Ce qui nous rappelle d'ailleurs que l'oreille est le seul orifice qui ne peut se fermer naturellement. Les yeux écarquillés, ses yeux écarquillés fixent un point hors champ. Derrière lui, à distance, deux silhouettes qui semblent s'éloigner. Alors, ce sont les questions qui me sont venues. Se bouge-t-il les oreilles devant son cri qui lui revient en écho, ou est-ce parce que rien n'y répond? Ou encore, ou bien se protège-t-il de l'irruption angoissante d'une voix? Les lignes autour de lui, traçant les contours d'un paysage rougeoyant, paraissent des ondes. Le cri lancé résonne dans le vide d'un espace centré et ouvert. Lacan évoque à ce sujet d'ailleurs le trou du lac. Alors Lacan souligne l'aspect étrange, non sexué de la forme humaine, si réduite, dit-il, qu'elle nous évoque une image sommaire de l'être phallique. C'est du sujet et du manque à être, de son manque à être qu'il est question. Cette forme, qui n'est que bouche et yeux, dit quelque chose de la condition du sujet et de sa solitude. Le développement de Lacan sur ce tableau prend place dans un questionnement sur l'expérience analytique. Dans la leçon qui précède, qui s'intitule Topologie de la demande, il avait évoqué la demande d'analyse. Il dit, le sujet vient à l'analyste avec une demande, et cette demande, Lacan la situe entre quémander et commander. J'ai trouvé ce passage très intéressant. L'analyste à qui cette demande est adressée, il rajoute, n'est ni un lieu vide, un lieu d'inscription, ni le lieu de résonance ou de retentissement de la parole du sujet. Autre énoncé qui m'intéressait. Alors, le sujet est fait du langage, fait de langage, se constitue au champ de l'autre selon les deux opérations qu'il avait dégagées dans le séminaire précédent, aliénation, séparation, dans le séminaire 11. Il en résulte un reste, un résidu, que Lacan écrit petit a, nomme petit a, élément hétérogène au signifiant, manque à jouir que le sujet tentera en vain de retrouver au lieu de l'autre, grand autre. Ce petit a qui est en moins est en creux dans la demande. Et il en est aussi à l'horizon. Alors, Freud avait, à partir de la névrose, isolé les deux objets de la demande, l'objet oral et l'objet anal. C'est à partir de la psychose que Lacan va commencer de dégager
regard et voix, qu'il désignera comme les deux objets du désir. Par exemple, en 55, dans le séminaire 3, il s'intéresse au miracle du hurlement chez le président Schreiber. Il y voit, la citation a résonné pour moi par rapport à cette leçon sur le cri, il y voit le bord le plus extrême, le plus réduit de la participation motrice de la bouche à la parole. Page 158 du séminaire 3. Dans le hurlement, la parole se combine, dit Lacan, à une fonction vocale absolument A-signifiante. Et dans le séminaire, c'est écrit A-signifiante. Alors, le hurlement permet à Lacan de cerner la voix dans sa dimension A-signifiante. La voix, et dans le séminaire 19, il écrira la-voix, et aphone, libre d'être autre chose que substance. Du fait de la castration symbolique, la voix, cédée au chant de l'autre, grand autre, est désormais vide de jouissance, et le sujet ne l'entend plus quand il parle. Aussi n'y avons-nous pas communément accès. Au fond, c'est un objet très insaisissable, la voix. Sauf peut-être dans l'expérience de l'hallucination verbale, dont Lacan dit qu'il est un phénomène de signifiant, où la voix est celle d'un autre, grand autre, qui répond, mais dans le réel. Alors, si la voix comme objet n'est pas la voix parlée, sans cesse Lacan fait le distinguo entre voix et parole. Voix et parole sont toutefois liées sans se confondre. La voix parlée permet de porter des énoncés. Le sujet engage sa voix pour parler. Et par ailleurs, comme le rappelle Lacan dans le séminaire 10, et c'est une citation, tout ce que le sujet reçoit de l'autre, grand autre, par le langage, l'expérience ordinaire est qu'il le reçoit sous forme vocale. Mais la voix comme objet est en deçà et au-delà. Elle sous-tend le texte des dits du sujet. Elle est, comme Lacan le dit dans le séminaire 12, le tissu sur quoi se déroule le message. Elle porte un dire, elle est du côté de l'énonciation. Ici, Lacan appréhende dans cette leçon l'objet vocal par le cri et par ce qui pourrait sembler être son envers, le silence. Mais en fait, le cri est traversé par le vide du silence. Et le silence, il me semble, est exemplaire de ce qu'est l'objet vocal, un rien. Alors le cri lancé par l'enfance, celui qui ne peut pas parler, reçoit après coup sa valeur d'appel lorsque l'autre, grand autre, en accuse réception. Cette réponse est toujours un peu à côté. Le cri de cet être peint par Munch, quelle est sa valeur? Il me semble qu'il n'a pas valeur d'appel. C'est comme ça que je l'ai lu. Il résonne dans le vide de l'autre, grand autre. C'est un cri sans voix, dont la valeur est structurale finalement, car il pointe que l'autre n'est d'aucune existence, ni d'aucune garantie, et qu'à ce titre, il ne saurait répondre. Et je le considérerais comme une illustration de ce que Lacan avait dit de la voix 2 séminaires auparavant, dans le séminaire 10. Il disait « La voix résonne dans un vide qui est le vide de l'autre comme tel, l'ex nihilo à proprement parler. La voix répond à ce qui se dit, mais elle ne peut pas en répondre. » Page 318 du séminaire 10. Alors, la voix ne trouve pas de réponse dernière dans l'autre. Le silence de l'autre est indiqué dans le tableau par les 2 présences humaines absentes. Lacan le souligne, ça. Le tableau est exemplaire aussi de ce qu'il y a au cœur de la voix, quelque chose de perdu, dès lors que la voix s'est constituée comme objet détaché du sujet et de l'autre aussi, lorsque la jouissance vocale a été cédée à l'autre. Le sujet dans le tableau écarquille les yeux et se bouche les oreilles au moment où la voix comme objet de jouissance est perdue. Il me semble que c'est ce moment que Munch parvient à figurer. Alors, je reviens à la citation sur l'analyste qui n'est ni un lieu vide, ni un lieu de résonance. Il n'est pas cette présence humaine absente. Il est présence réelle, mais qui sait se taire. L'analysant vient avec une demande et attend une réponse à sa souffrance. L'analyste observe un silence, certes nécessaire au déploiement de la parole analysante, et il se tait, et Lacan utilise le verbe latin tacere, takeo,
se taire. Il se tait car il sait qu'il ne peut pas répondre à la demande grandée. Côté analysant, le silence, il y aurait une autre valeur du silence. Et Lacan utilise le verbe latin sileo, qui a donné silence. Le silence renvoie à l'ineffable. Si Lacan dit que le cri fait le gouffre où le silence se rue, c'est pour souligner le vide d'une voix perdue, devenue inaudible, au creux des énoncés. La voix est traversée d'un silence. Le silence est à la place du petit A, vide, enserré par la bande de Möbius. La voix lacanienne est bien le silence, elle ne parle pas, et le silence pointe le vide de l'objet sans substance. Le cri de Munch, il me semble, cerne ce vide. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une première question. Donc, vous nous avez fait entendre des formulations. Vous nous avez fait entendre des formulations très poétiques de Lacan au sujet du tableau de Munch, notamment donc ces deux phrases. Ce cri fait en quelque sorte le silence, se pelotonner dans l'impasse même d'où il jaillit pour que le silence s'en échappe. Le cri fait le gouffre où le silence se rue. Comment entendez-vous ces termes, pelotonner et gouffre? Alors en fait, il y a une autre question que vous aviez préparée qui, je trouve, est en écho avec celle que vous me posez. Alors, allons-y pour l'autre question. Alors, vous me demandiez finalement comment entendre cet énoncé. Le cri est traversé par l'espace du silence sans qu'il l'habite. Parce que je pense que ça résonne avec l'énoncé que vous venez de citer. Ils ne sont liés ni d'être ensemble, ni de se succéder. Alors, en fait, votre question m'a intéressé parce elle met exactement au jour ce dont je n'ai pas parlé dans mon texte, c'est-à-dire tout ce qui est un peu topologique et notamment tout ce qui touche à la coupure. En fait, j'ai réussi, j'ai mieux accédé à la lecture que fait Lacan du cri de Munch en passant par la leçon qui précède, qui s'intitule Topologie de la demande. Et en fait, donc c'est un séminaire très topologique où Lacan reprend la bande de Möbius et puis la bouteille de Klein. La bouteille de Klein, c'est un objet qui échappe à la représentation, qu'on ne peut pas imaginariser comme ça. Et ce sont deux objets, au fond, qui sont d'une seule surface. Il n'y a ni l'envers, il n'y a pas d'endroit et d'envers. Il n'y a pas la question de la frontière entre un dedans et un dehors. La bouteille de Klein, c'est un intérieur qui rentre dans l'extérieur et vice-versa. Et il me semble que tous les énoncés de Lacan sur le cri de Munch sont des énoncés topologiques. Alors, par exemple, donc il parle de la bande de Möbius, il dit que le champ externe de la bande de Möbius est traversé par un champ interne. Il rappelle que le champ de la bande de Möbius, c'est le champ du sujet, mais que ce champ est traversé par le champ de l'objet petit a. Il dit que c'est le règne du principe de plaisir. Et il dit que finalement, le plaisir est traversé par le déplaisir. Il donne aussi l'exemple, le beau est traversé par le laid. Il dit aussi, le bien est traversé par le mal. Ce ne sont pas des paires signifiantes qui s'opposent au fond. Il dit que ce n'est pas des oppositions bicolores. En fait, c'est tout le temps une question topologique. C'est traversé, mais ça ne l'habite pas. Il y a un vide qui est traversé. Il me semble que finalement, le silence, c'est exactement ce qui se passe entre le silence et le cri. Le silence traverse le cri, mais n'y réside pas d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, le cri est traversé par l'espace du silence sans qu'il l'habite. Voilà. Ils ne sont liés ni d'être ensemble, ni de se succéder. Et donc, ce n'est pas une logique de succession. On pourrait intuitivement penser, le silence précède le cri, il faut d'abord du silence pour que jaillisse le cri, ou après le cri, c'est le silence. Phénoménologiquement, on pourrait penser que c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas une logique diachronique qui l'utilise Lacan, c'est une topologie. Et j'ai pu comment dire, saisir ça en passant par la leçon précédente. C'est plutôt une question d'espace que de temps, finalement.
Eh ben, il me semble, oui. De topologie. Et vous parliez de la coupure aussi. Eh ben, la coupure, c'est la bande de Möbius est issue de la coupure, le sujet est fait de la coupure, et la voix, au fond, la voix humaine, celle qui articule des phonèmes, c'est aussi une coupure, c'est articulatoire. Euh, et d'ailleurs, finalement, c'est un peu le distinguo entre le cri et la voix qui parle. Le cri, c'est une pure vibration, une pure résonance, alors que la voix parlée articule des phonèmes qui sont des coupures, en fait. Hein. À un moment, Lacan dit que le cri, il parle des oiseaux, il dit que le larynx devient syrinx. Alors, le larynx, c'est l'organe phonatoire humain qui permet une cavité avec deux cordes vocales qui permet de créer des distinctions phonématiques, alors que le syrinx, c'est l'organe, alors je ne vais pas dire phonatoire, mais l'organe vocale, je sais pas, la boîte vocale de l'oiseau, mais qui ne crée que des pures vibrations, des pures modulations, mais qui ne sont pas des coupures au fond. Il n'y a pas de coupure dans le cri. C'est comme ça que je lirais la chose. Hein. Vous parlez aussi du hurlement en parlant du président Schreiber. Et moi, je me demandais quelle différence vous faites entre ce hurlement-là du président Schreiber et le cri. Ben alors, j'en ferai pas de différence entre le cri et l'hurlement. D'abord, le cri, le cri, c'est le hurlement. Sémantiquement, c'est la même chose. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas articulé. Mais ce qui m'a intéressé, au fond, pourquoi je suis revenu au hurlement du président Schreiber, c'est que Lacan, et là, il refait le distinguo entre névrose et psychose. Il dit que finalement, les deux objets de la névrose, c'est se dégager par Freud, c'est l'objet oral et l'objet anal. Les deux objets de la demande et les deux objets du désir, c'est le regard et la voix, plus difficilement saisissables, éventuellement dans l'expérience analytique, mais il les aborde à partir de l'expérience de la psychose, le regard et la voix. Et la voix, il en parle notamment dans la question préliminaire, il parle de l'hallucination verbale qui peut exister chez des sourds-muets. Par exemple, il cite un article assez ancien de la psychiatrie classique d'un certain Kramer qui a étudié ça. Donc, il s'intéresse à la voix à partir de l'automatisme mental et de l'hallucination verbale. Donc, c'est pour ça que je suis revenu à ce qu'il disait du hurlement. Ça m'a intéressé parce qu'il dit c'est A signifiant. Alors, comment l'entendre? L'écriture est intéressante parce qu'il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une coupure, mais ça ne l'est pas de ce fait. Et c'est asémantique. Les hurlements du président Schreiber, ils sont destinés à... le président Schreiber est voué sans cesse aux messages interrompus, aux phrases interrompues d'un autre divin qui n'arrête pas de lui parler. Il se voue à faire l'effort de... Il y a l'effort de la réplique, comme dit Lacan dans la question préliminaire. Il se voue à répliquer sans cesse. Il n'a jamais de repos. Le seul repos serait le ne penser à rien ou le hurlement qui est destiné, je ne sais pas, à couvrir ou essayer de décompléter ou de creuser la voix d'un autre réel, en fait, d'une voix dans le réel. Mais ce n'est pas la voix en tant qu'objet, hein. C'est-à-dire c'est des chants de l'autre, coupé, perdu. Mais il l'aborde à partir de la psychose. C'est pour ça que je suis reparti de cette citation du séminaire 3. Un petit point qui a attiré mon attention parce que tu as extrait cette citation de la voix comme tissu. La voix comme tissu. Un tissu sur quoi se déroulent les messages. Mais ça m'a beaucoup intéressé, la voix comme tissu. Est-ce que tu peux nous dire un petit quelque chose sur ce point qui m'a beaucoup intéressé? Mais je me demande si c'est pas aussi le silence comme tissu. Je crois qu'il y a les deux. Il faudrait retrouver là. Oui, c'est ça. Je sais plus où est cette citation que j'avais trouvée. C'est dans la leçon. La voix comme tissu. Moi, je l'entends comme la voix comme énonciation, du côté de l'énonciation, au fond. Euh, Celle qui est là pour sous-tendre, soutenir les énoncés du sujet. Je l'entends comme ça, le tissu. Mais le tissu, ça sonne avec le texte, qui est texture aussi, au fond. J'avais pensé à ça. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais
Il me semble que c'est le silence et la voix en même temps qui sont tissus et qui sont tissés, je sais pas. C'est peut-être ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une partie, comme disait tout à l'heure Valérie, de partie du séminaire très poétique. Lacan utilise des formules incroyables pour parler du silence, pour parler de la voix. Je trouve que c'est pas rien qu'ils disent que la meilleure chose qu'il a trouvée pour parler de ça, c'est les tableaux. Et comme, je ne sais pas comment est-ce qu'il est dit, mais il n'a pas trouvé mieux. Je crois que c'est ça qu'il dit. Mais on voit tout au long de ces 3-4 pages sa tentative de cerner quelque chose. Maintenant, tu nous fais quelque chose, d'entendre quelque chose avec le... C'est pas phénoménologique. Et que c'est une partie topologique très importante, mais les phrases même rentrent par un côté et sortent par un autre. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'il y a un abord topologique, mais dans le texte même. C'est-à-dire que là, dans ces pages-là, il n'y a pas de schéma. C'est pas, il y a des schémas dans le séminaire, mais pas à cet endroit-là. Et je trouve que c'est tout le génie d'arriver à faire sentir la topologie par les mots. En tout cas, on l'entend. La suite, donc on propose à Francesca Biaggi. Merci beaucoup, Dominique, beaucoup Nicole. Et on demande à Francesca et à Philippe de venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par Francesca. Francesca va commenter. On a choisi cet éclat parce que on n'a pas énormément de citations de Dostoïevski. Et Lacan utilise un extrait extrêmement intéressant pour parler donc de la question de l'injonction. Donc, Francesca. D'entrée de jeu, j'aurais quand même envie de dire que c'est absolument sidérant ce que ce petit passage de Lacan permet de lire, de voir, de commenter, de décrypter, de tout ce qu'on... de pénétrer vraiment dans qui était Dostoïevski et son œuvre. C'est absolument... Enfin, j'ai découvert vraiment quelque chose auquel je dois dire, j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Du tout. Donc, c'est très centré sur Dostoïevski. Donc, voilà, je vais vous dire ça. Je vais essayer d'aller lentement parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à attraper. Donc, Lacan conclut son séminaire du 13 mars, Topologie de la demande, en effet. C'est Topologie de la demande dont il s'agit, sur la place donc du sujet dans l'interjection. Alors l'interjection, elle est définie depuis les anciens, elle est définie depuis très longtemps. Elle est définie comme un groupe ou un groupe de mots, c'est un dictionnaire, qui s'intercale entre les énoncés sans pour autant être intégré dans la structure syntaxique. Les anciens disaient qu'elle faisait surgir l'image, là où il y avait le texte. Elle fait surgir, donc dit le dictionnaire, quelque chose de l'émotion de celui qui parle.
Pour Lacan, elle s'étend du point d'exclamation au cri dont nous avons entendu parler. Lacan, lui, va s'y référer différemment. Je le cite. On la suppose, l'interjection, surgissant de je ne sais quelle ultime radicalité. Ça touche un peu. Vous allez voir, c'est bien autre chose. Non seulement elle se place à la limite entre le sujet et l'autre, mais elle présente à l'autre le monde du sujet. On a quand même l'idée qu'il y a une séparation entre l'autre et le sujet. Elle l'instaure même dans ses fondements les plus radicaux. De ce point de vue, me semble-t-il, elle se distingue de l'énonciation, qui est l'indice du désir inconscient, et relève plutôt d'une proclamation de jouissance. Lacan l'illustre d'une petite histoire du journal de Dostoïevski. Comme souvent chez Lacan, l'illustration va bien plus loin que l'amusement. Ils disent, vous allez vous amuser, il nous dit, ou l'anecdote. Dans ce cas, c'est l'écriture de la vie même de Dostoïevski et de son... Enfin, c'est l'écriture et la vie même de Dostoïevski qui s'y condense, qui s'y rapporte et qui apporte à la formalisation de Lacan une flagrante confirmation. Il s'agit d'un tout petit récit centré sur, je cite Dostoïevski, un mot de ce langage ignoré des dictionnaires, c'est-à-dire un gros mot, facile à prononcer, mot que Lacan identifie comme étant merde. Je dis identifie parce que j'ai aussi découvert que la langue russe avait des possibilités incroyables de variation de sens. Donc, ça peut être tantôt sale, tantôt j'essaie de dire 2-3 traductions, après je me suis arrêtée parce que tantôt sale, tantôt pas ce qui est beau, tantôt le dégoût, enfin bref, voilà. Alors Lacan choisit merde, une traduction. C'est une interjection, donc, qui surgit dans un contexte particulier, celui de l'ivrognerie, Lacan le situe, vodkaïsée. Selon Dostoïevski, c'est précis, un homme ivre ne peut pas avoir d'autre langage que des gros mots. Pourquoi? Car tout afflue en lui, de pensée et de sentiments. Dès lors, comment dire cette jouissance qui consiste à tout dire en même temps? C'est ce que souhaite Dostoïevski. Donc, il poursuit Dostoïevski. J'ai eu la preuve, dit-il. Alors, je vous dis tout de suite, la preuve n'est pas vraiment une preuve parce que c'est aussi une construction qu'il fait. J'ai eu la preuve, dit-il, qu'on peut exprimer toutes les idées et tous les sentiments et même de profonds raisonnements entiers, tout s'engouffre là-dedans, par le seul énoncé de ce substantif, au surplus oligosyllabique, à l'extrême. La preuve lui vient de la rencontre, donc entre guillemets, avec 6 hommes ivres sur la perspective Nevsky. Alors que ces hommes discutent, débattent, l'un d'eux lance le mot pour faire entendre la négation la plus méprisante sur le sujet dont ils sont en train de parler. Chacun le répète avec un ton différent. Il y a celui qui doute de la justesse de la position du premier, puis celui qui crie le mot avec une valeur d'injure et de défi. Un autre le fait résonner, il fait résonner l'enthousiasme que le suivant contre avec le mot, cette fois, réprobateur. Enfin, l'auteur, voulant dénoncer l'emploi de ce mot, le répète à son tour. Ce mot ne désigne rien d'autre que le déchet, le sale, l'objet résidu de l'autre.
Il est pour Dostoïevski un indice d'humanité. Il est paléa, lieu où disparaissent tous les discours et surtout les plus beaux. Mot-objet, on pourrait dire mot-objet-image, puisque image-objet serait condensé. Il n'a d'autre sens que celui éclairé par l'énonciation, soit la pure subjectivité de chacun. C'est en quoi, je cite Lacan, il n'y a pas d'interjection qui ne se situe quelque part dans la coupure entre le S barré et le A, le grand A, bien sûr, et précise Lacan, entre le sujet et le lieu de l'autre. J'étais sensible au fait qu'ils disent le lieu de l'autre. Le lieu, surtout, il précise, le lieu où l'autre est présent. Que signifie l'autre présent? N'est-ce pas que l'interjection, en faisant coupure, le délimite, coupe cet autre, et le fait apparaître comme imaginarisé? C'est-à-dire, pour Dostoïevski, Dieu ou l'autre social, c'est son monde. Le mot objet, ici, revêt des caractéristiques de l'objet A dans sa singularité, ce que Lacan rapporte en écrivant 6 fois le mot merde avec 6 polices, 6 ponctuations différentes. Alors, je ne suis pas assez comédienne. Merde, 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 merde. On pourrait en rajouter. La singularité du sujet Dostoïevski, alors c'est ça qui est aussi, c'est là où ça s'ouvre la question. La singularité du sujet Dostoïevski ne se manifeste pas dans la dernière occurrence, celle où il parle l'auteur, comme on pourrait le croire. Elle se distribue en chacune. Qu'est-ce qui fait dire cela? C'est que c'est partout comme ça dans l'œuvre de Dostoïevski, partout. Et là, on a une clé de lecture que nous donne Lacan, extraordinaire. Dostoïevski débute, donc là, maintenant on revient au journal. Dostoïevski débute son journal d'un écrivain qu'il publie régulièrement dans l'hebdomadaire Le Citoyen, lorsqu'en 1873, il en devient rédacteur en chef. Il ne s'agit aucunement d'un journal intime, absolument pas, mais de celui d'un écrivain qui se doit de se mêler aux affaires du monde. Je le cite, Dostoïevski. Ma position est ce qu'il y a de plus indéterminé. Alors évidemment, ça fait écho à situer le sujet par rapport au monde. C'est vraiment la coupure dont parle Lacan. Mais je me parlerai aussi à moi-même. De quoi parler? De tout ce qui me... Alors évidemment, dans « je me parlerai aussi à moi-même », il y a une coupure qui se présente un peu comme un effet un petit peu extérieur à soi. De quoi parler? De tout ce qui me frappera ou me donnera à réfléchir. Ceci dans une portée messianique qui le caractérise, qui est quand même l'air du temps en Russie à l'époque, mais bon. La Russie non seulement vaincra, mais fera avec l'orthodoxie l'unité chrétienne mais fera avec l'orthodoxie l'unité chrétienne et le bonheur de l'Europe et du genre humain. En puisant, évidemment, il y a des échos. On ne peut pas ne pas les entendre. Voilà. Alors là, ça fait, oui. En puisant dans la politique, les faits de société, les faits divers, il se rend à tous les tribunaux, il va partout. Il relève et interroge la psychologie humaine. Il cherche l'épaisseur de l'âme humaine entre paléa, le mal, dont il ne s'exclut pas. C'est là où on va entrer dans la topologie dont on parlait tout à l'heure. Dont il ne s'exclut pas, et également son identification au Christ,
via l'écrivain prophète. Son journal est avant tout polyphonique. L'auteur du double y dialogue avec autant de petits autres qu'il en crée, et dans lesquels il se dédouble, voire se démultiplie. Ainsi en passe-t-il par un autre fictif pour dialoguer ou commenter ses propres articles. Il invente des interlocuteurs bienveillants ou critiques. C'est pour ça que je mettais un bémol sur la rencontre avec les 6 ivrognes sur la perspective Nevsky. Ainsi en passe-t-il par l'autre fictif pour dialoguer ou commenter ses articles. Attendez, je suis perdue là. Il invente des interlocuteurs. Ah oui, bon. Il invente des interlocuteurs bienveillants ou critiques, des détracteurs qu'il apostrophe, qu'il invective, qu'il défie, qu'il sermonne, etc., etc. Ses écrits sont truffés de points d'exclamation, d'interjections, de conversations, de paraboles. Il fait passer l'écriture au langage parlé en lui conférant une adresse. Mais attendez, j'ai encore une anecdote à conter. À travers ses écrits, en parlant des autres et à propos de choses diverses, il se constitue comme sujet. Ainsi, et là, c'est vraiment une bande de Mébius qui démarre, c'est-à-dire il se constitue comme sujet à l'infini, puisque les détracteurs entrent en scène, c'est lui qui les crée, et donc il négocie, il discute son bien, son mal, et qu'est-ce qu'il en est pour lui de sa propre épaisseur. Ainsi, l'exercice de l'écriture demeure difficile pour lui, parce que celle-ci est coextensive de ses symptômes. Dostoïevski, outre le fait qu'il se constitue de la manière dont je viens de vous parler, ne se raconte pas. Il se montre au travers de ses comportements, de ses attitudes, de sa conduite. Il met en jeu quelque chose de la pantomime de son inconscient. Et la pantomime, c'est silencieux. La douleur les unit. Elle est pour lui la condition du bonheur. Je cite, « Sans souffrance, impossible de comprendre le bonheur. L'épilepsie y est englobée. Ce n'est pas une maladie biologique médicale, non. L'épilepsie y est englobée. Elle appartient au mal dont il cherche la cause. Ces crises sont corrélées à ses états d'âme. Il ne sort jamais de son schéma de nécessité. Dans un perpétuel endettement, il quémande des avances auprès de ses éditeurs, puis, ça c'est le comportement, donc c'est l'autre face de la bande, mais qui est la même chose. Donc il quémande des avances auprès de ses éditeurs, puis dilapide l'argent aussitôt, en répondant à toutes les sollicitations, ça c'est le versant Christ. S'il en reste un peu d'argent, il le perd au jeu, en espérant toujours le récupérer. Ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'il parvient à écrire. À côté de cela, il est décrit par son frère, collectif, enfin il n'a que des frottements terribles avec les autres, quoi. Il est colérique, orgueilleux, il les insulte, enfin il a un caractère absolument épouvantable, ça lui joue des tours. Et il le dit lui-même, « Mon ambition et mon amour-propre sont sans limite. » Les nécessaires limites, c'est sa femme, sa deuxième femme, Anna Grigorievna, qui les lui donnera. Et là, on entre aussi dans le rapport entre cette bande de Mébius, cette topologie de la demande et la coupure, dans la mesure où elle sait faire les bonnes coupures. Auprès de lui, sa femme lui convient parfaitement. Elle opère pour lui les bonnes coupures, soit discrètement, sans rien dire. Elle agit. Elle tape chaque matin ses brouillons de la nuit. Bon, c'était sa secrétaire avant, mais bon. Elle continue en tant que femme. Elle fait éditer des ouvrages
qu'elle diffuse elle-même largement. Elle maintient son rapport mystique de Dostoïevski à la religion et au peuple. Parce que c'est là aussi la bande de Mébius, c'est-à-dire le rapport, il est mystique à la religion, mais il est mystique au peuple. Le peuple a une vérité, porte une vérité et l'habite lui-même, quoi. Elle gère la comptabilité et va jusqu'à lui proposer d'aller jouer au casino quand le dégoût de lui-même l'empêche d'écrire. Donc elle l'envoie tout perdre et pour qu'il puisse revenir et écrire. Elle éloigne ceux qui le grugeaient, vous imaginez qu'ils étaient nombreux, et qui le volaient si facilement. Je la cite. « Mon mari a quelque chose d'ignoble et de pitoyable. Puis, j'ai compris, c'est pour ça qu'il y a une bonne coupure par rapport à la demande, puis j'ai compris que la volonté et le caractère n'y pouvaient rien. Pour revenir à l'interjection, donc ce mot objet avec sa valeur de jouissance qu'il a pour lui-même, il émaille tous ses écrits. Odeur nauséabonde, putréfaction, puanteur, cadavre en décomposition, etc., etc. Le sujet, à la limite de l'autre, s'installe entre parole écrite et écriture parlée. Et je dois vous dire, pour conclure, que j'ai trouvé des équivalents, ce qu'on pourrait appeler des équivalents d'interjection qui donc illustrerait cette idée que j'ai que c'est du côté de la jouissance qu'elle est. Voilà. Dans votre texte, donc, vous nous proposez une distinction entre l'interjection et l'énonciation, en épinglant donc l'énonciation du côté du désir et l'interjection du côté de la jouissance et de l'objet A, objet résidu de l'autre. Ça m'a assez surprise. Aussi, pourriez-vous nous préciser un peu plus, nous déplier cette différenciation, interjection et énonciation? Et oui, c'est-à-dire que, au fond, quand vous dites que vous étiez surprise, moi aussi. C'est-à-dire, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est une interjection, ça a un côté énonciation, Voilà, nécessairement. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est antinomique complètement. Et puis, en y travaillant, on s'aperçoit que qu'est-ce que c'est que l'énonciation? L'énonciation, elle accompagne le discours. Elle ne le coupe pas. Elle ne surgit pas au milieu. Elle ne surgit pas au milieu d'un discours. Elle éclaire, elle donne une autre. Elle pense, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sens. Tandis que dans l'interjection, elle surgit, elle apparaît comme image au milieu de quelque chose qui est un récit. Donc, là où le sujet était représenté par un signifiant, par un autre signifiant, sous lequel cheminait le désir inconscient, etc., que l'on pouvait entendre, parce qu'effectivement, l'analyse sépare l'énonciation de l'énoncé, où on pouvait supposer un désir qui courait, eh bien non, là, les deux sont arrêtés par l'interjection qui se fait entendre, plutôt se montre, monte comme sur une scène. Ce n'est pas une scène, mais ça a la même valeur, ça coupe le discours. Et donc, je me suis dit, il faut essayer de préciser ça parce qu'on pourrait le croire. Alors, évidemment, l'interjection, elle va avoir sa propre énonciation. Les merdes sont dites sur des tons différents. Alors ça m'a permis de... J'ai réfléchi, je me disais au fond, merde, c'est l'objet anal que l'on connaît. Cet objet anal, il vaut pour tout le monde. Alors, s'il vaut pour tout le monde, ça n'est pas
enfin, il n'a plus de valeur d'objet, puisque la jouissance, elle est singulière. Oui. Et donc, là, à ce moment-là, l'énonciation vient éclairer la valeur de jouissance d'un maire d'universel qui ne vaudrait que pour un sujet dans sa singularité. Et là, à ce moment-là, on retrouve quelque chose de la topologie, Oui. c'est-à-dire quelque chose qui, en même temps, Oui. fait valoir à la fois l'objet et à la fois la subjectivité dans ce rapport à l'objet. Finalement, c'est oui, grâce à la coupure qu'il y a effectivement l'extraction de l'objet. Alors, le mot extraction que vous dites est d'autant plus juste là, enfin juste à la limite, parce que Dostoïevski essaye d'extraire l'objet. Ouais. C'est vraiment, s'il y a une logique du sujet chez lui, c'est celle-là. Au-delà du bien et du mal, extraire l'objet. Justement, j'ai une question. Le travail, c'est ça. J'ai une question à ce sujet. J'ai trouvé formidable que vous utilisiez le terme mot-objet, puisque vraiment, c'est à l'interface donc du signifiant et de la jouissance, c'est au plus près de ce de ce que nous explique Lacan dans ces leçons-là. Alors, sans rentrer dans les détails de ce qu'il dit de la bande de Möbius, il indique que l'introduction, comme le faisait remarquer tout à l'heure Dominique Corpelet, il indique que l'introduction du langage fait surgir la traversée du mal dans le champ du bien, la traversée du laid dans le champ du beau. Donc, ce n'est pas effectivement un rapport de frontières simples, d'opposition bicolore, comme le disait Dominique, mais un nœud interne. Alors, je me suis demandé à partir de là s'il fallait considérer que l'objet se manifeste toujours par l'intrusion ou l'effraction. L'objet Oui. ou l'interjection. Parce que ce L'objet n'est pas la même chose. Alors, c'est ça, vous Eh pourriez ben, préciser ça. L'objet que c'est-à-dire, signale l'interjection. l'objet ici, c'est merde. L'interjection, c'est le fait de le dire. Et donc, le fait de le dire, c'est faire surgir cette jouissance-là. Enfin, elle surgit malgré lui et en même temps, elle dit sa jouissance d'objet à lui, qui est là où va s'engouffrer toute la civilisation. Et Lacan le dit d'ailleurs, finalement, tout ça, c'est de la merde. C'est-à-dire là où lui-même, il est dans cette position d'objet. Alors, il peut le dire comme ça parce que son travail, son œuvre, sa vie en même temps, ça consiste à partir de la conscience, pas à partir de l'inconscient. C'est ça qui ferait la différence entre lui et une demande, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, ça consiste à partir de la conscience et de l'inconscient, d'interroger la jouissance, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au-delà du bien et du mal. Je ne résisterai pas tellement là à vous lire un minuscule passage parce que c'est là que ça se passe. Donc, vous allez, ça résonne avec Lacan. Il dit quand même le mot jouissance. Alors évidemment, en russe, il pourrait y avoir d'autres traductions. J'étais grossier, c'était une jouissance. Passons, mais surtout, voilà. Voilà, alors là, tout y est. Voilà. Dites-moi quelque chose. Pourquoi est-ce justement comme par hasard, dans les mêmes minutes, oui, dans les mêmes minutes où je me trouvais le plus apte à prendre conscience de toutes les finesses du beau et du sublime, comme on disait jadis, qu'il m'arrivait de ne plus avoir conscience, mais d'accomplir des actes si peu reluisants que, bref, en un mot, qui sont le lot de tous, mais je le faisais moi, comme par hasard, dans les instants précis où je sentais plus
que je ne devais pas les faire. Plus je prenais conscience du bien de tout ce beau et ce sublime, plus je m'engluais dans mon marais. Plus j'étais capable de m'y noyer complètement. Comment s'expliquer, je saute, comment m'expliquer ce genre de jouissance à nouveau? Si je me l'expliquerais, c'est là le désir d'extraire l'objet. Si je me l'expliquerais, je finirais par y arriver. C'est pour cela que je me suis mise à écrire. Donc là, on est vraiment, il cherche quelque chose de la causalité, mais pas en tant qu'elle serait liée au bien et au mal. Et en effet, c'est cette traversée dont on parlait, du beau et du laid. Alors, je voulais quand même surtout vous dire que les équivalents, ce qui m'a semblé être des équivalents de jouissance dans comment dire, par rapport à l'interjection, je veux dire. Donc, il y a merde. Et puis, il y a la gifle. Page 18, je vais vous dire ça. La gifle. Voilà. Donc, attendez, je trouve le début de la phrase, ça va aller vite. Bon, bref, la jouissance du désespoir. Jouissance du désespoir. Cela s'entend, mais c'est dans le désespoir que nous arrivent les plaisirs les plus brûlants. Donc là, on a encore des traversées, le cri, le silence, on a encore une topologie sans arrêt, il n'y a que ça. Quand vous avez ça à l'esprit, on peut lire tout Dostoïevski totalement différemment. Ça, vraiment, Lacan, vraiment. Les plus brûlants, surtout si l'on ne ressent que trop l'impasse où nous sommes tombés. Et là, la jouissance donc, cette gifle, comme elle vous écrabouille la conscience, de voir quelle crotte on vient de faire. Donc voilà. Et alors là, vous avez encore plus la démonstration de cette non-différence, si je puis dire, du bien et du mal, au sens où le mal est produit par le bien et non pas son opposé. L'essentiel, quoi qu'on en dise, c'est quand même que c'est moi le premier coupable. Alors on se dit coupable, on a tous les signifiants, voilà, l'analyse de tout. Et le plus humiliant, c'est que je suis coupable sans péché. Et ce ne sont que des oxymores comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a ça. L'épilepsie, elle est dans la même veine exactement. Dans l'idiot, le prince Mishki, donc qui est l'épileptique dans l'idiot, eh bien, il dit, au fond, il y a plein d'idées qui viennent avant, tout se mélange dans sa tête, ça se mélange dans sa tête, et puis, pour obtenir quoi? Une seconde définitive, un instant, une seconde définitive. Et là, de nouveau, ma maladie, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une biologie, c'est voilà, c'est quelque chose qui m'appartient, enfin, qui est de ma nature. Voilà. Donc, rien n'est pathologisé, absolument rien. Et enfin, la souris, alors je n'ai pas le temps de vous le lire, mais je vous le conseille. Enfin, voilà. C'est à la page 20 des carnets du sous-sol. Alors là, on dirait qu'il est rentré qu'il est une bouteille de Klein. Je n'ai pas pu ne pas y penser parce que je ne sais pas où il a été chercher ça. J'ai cherché là plusieurs traductions, c'est toujours le même mot. Alors bon, parce que c'est un instrument. L'homme normal, bon, l'homme a la conscience accrue, parce que la conscience, c'est le moteur, évidemment, c'est ça. On pourrait dire que oui, c'est ça, c'est son moteur, qui tire son origine non plus, bien sûr, de la nature, non plus de la nature, vous voyez,
mais du fond d'une cornue. Quand même, et j'ai pas fini, du fond d'une cornue, il arrive à cet homme de la cornue de s'aplatir si fort. Vous parliez de la bouteille de Klein, sujet fine. Ouais. Attendez, de s'aplatir si fort devant son antithèse qu'il se ressent lui-même le plus sincèrement du monde, avec toute sa conscience accrue, comme une souris et non comme un homme. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son nom de jouissance. Et alors après, je vous passe évidemment tout ce qu'il peut y avoir de merde ailleurs, etc. Merci beaucoup, Francesca. Vraiment, il faut s'arrêter à la liste qui fait Lacan, page 210, parce qu'il fait une énumération 1, 2, 3, 4, 5, 6 des merdes, et que je me suis dit, mais on ne va pas discuter là-dessus, qu'il y a dans cette petite liste même une doctrine de l'interprétation, avec la tonalité et les signes de ponctuation. Bon. Je passe la parole donc à Philippe Lasagna. Il va nous parler de la référence qui est dans le Oui. Oui, je vais vous parler surtout de l'éloquence en vulgaire. C'est de l'éloquence en vulgaire. C'est écrit par Dante durant son exil de 1304 à 1305. Le projet du livre est la construction d'un vulgaire illustre, c'est-à-dire une langue de l'élite qui puisse faire pièce au latin, langue de communication de l'élite. Dante oppose un parler naturellement disponible de tous, maternel, appris dès l'enfance. Francesca me disait tout à l'heure que la plupart du temps, ce sont des dialectes, à une langue apprise par voie scolaire, artificielle et fixée, comme le latin. Le latin, c'est la grammatica, une langue définie davantage par sa grammaire que par son usage. Dante était certes poète, mais aussi un acteur politique. Le vulgaire illustre a vocation à être un jour la langue de la cour. C'est curial. Mais être aussi la loi de la cour, la loi des maîtres de l'Italie. L'unité de la langue s'identifie pour lui à l'unité du pays. Il faut passer donc par la réduction du multiple, des parlers divers, celui des cités, à l'un, avec une majuscule, qui ne va pas sans l'amour de l'un, entendez soit de Dieu, mais aussi de l'ordre et du prince. Dante va partir de loin dans son essai. En l'occurrence, il va faire une espèce d'historique de la langue qui est assez amusant, de la langue parlée au paradis et avec au centre l'histoire de Babel. Il se pose d'abord la question, quel est l'idiome d'origine du par-l'être? Pour Dante, c'est d'abord l'hébreu. C'est Ève la première qui s'adresse à Adam et fonde la parole au sens du discours, avec les malentendus qui pourront découler et que vous connaissez. Pourtant, ça gênait un peu évidemment Dante que ce soit Ève qui parle la première. Donc Adam s'adresse avant cela à Dieu, mais ce ne peut être que sous la forme de la louange. C'est-à-dire que ça n'est pas un dialogue, ça n'est pas un discours. Et si Adam est doué de la nomination par Dieu, elle diffère aussi du discours. Nommer, ça n'est pas parler. Pour Dante, les Hébreux, d'ailleurs, ont une particularité. Ils ne participèrent pas à la construction de Babel, née de l'orgueil des hommes. Après Babel,
règne le multiple et surtout, enfin, c'est Dieu qui détruit la langue unique et règne le multiple et surtout le plaisir de parler. Ça, c'est de Dante, ce n'est pas vraiment dans l'écriture. On parle alors selon son bon plaisir, ad placitum. Ce que Dante souligne, c'est que la diversité des langues post-Babel est adaptée, ce n'est pas forcément un mal, on va retrouver toujours la topologie, est adaptée à la variabilité et à la diversité des désirs humains. C'est-à-dire la diversité des désirs humains suppose la diversité de l'expression et de la langue. C'est à partir de cette diversité qu'il va falloir pour lui reconstruire une grammatica neuve qui parte des langues vulgaires effectives pour en retenir le meilleur et pour reconstruire l'unité dans le vulgaire illustre. Car seul l'homme parle, car il doit communiquer pour apprendre et réaliser son être d'animal politique. Il avait lu Aristote, Dante. Le vulgaire illustre est la règle et la mesure, il est propre à aucun parler et commun à tous. Ça, c'est capital, parce qu'à vrai dire, il ne va reprendre aucune des langues singulières, mais il va reprendre une espèce de communauté artificielle qui serait celle sous-jacente à chaque parler. Ce qui intéresse Lacan dans le séminaire 12, c'est la dimension du sujet. On a beaucoup parlé ce soir. Et il note que pour Dante, il n'est pas de question de faire du sujet, du subjectum, à définir pour une science du langage un objet. À l'inverse de la linguistique moderne, qui tente de formaliser le langage par le biais, par exemple, pour Lacan à cette époque, de la grammaire générative, ou par le fait de vouloir réduire la grammaire à une logique, ce qui est le cas de Russell, par exemple. Ce qui aboutit toujours à l'élimination du sujet. On oublie que après ce séminaire, Lacan va écrire la science et la vérité, où il va expliquer qu'est-ce que c'est que cette élimination du sujet. Le sujet qui, après Freud, a pris une nouvelle dimension. Lacan, je le cite, ce sujet qui n'est pas saisissable autrement, l'ombilique, comme dirait Freud de ce terme de sujet, n'est proprement que le moment où il s'évanouit sous le sens. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est sujet quand il disparaît. Un des enjeux du séminaire 12 est une révision d'ailleurs des rapports du signifiant et du signifié. C'est pour ça qu'il s'intéresse tant aux signes d'ailleurs, c'est qu'il vient critiquer ce qu'il avait posé auparavant comme opposition ferme entre le signifiant et le signifié pour les inscrire sur une bande de Möbius. C'est-à-dire là aussi pour sortir de l'opposition et montrer qu'on passe de l'un à l'autre. Il pose aussi et surtout la question du référent. Ce séminaire pose pour la première fois, et d'habitude, en termes structuralistes, on avait tendance à l'oublier, la question du référent. C'est-à-dire la relation qui existe entre le réel et le sens. Lacan, donc, a pu dire que Dante aurait été à l'aise dans ce séminaire. Dante pose en effet la question du rapport de proximité, sur lequel revient souvent Lacan, entre l'objet réel, le référent, et le signifiant qui le représente, soit la relation entre le réel et le symbolique. Il pose la question à propos du cratyle, mais il pose la question aussi à propos de Dante. Il note Dante se penche vers une réalité dont seul peut parler un poète, à savoir cette adéquation qu'il n'est donné qu'à un poète de sentir entre la forme phonématique qu'a prise un mot et sa signification. Ça, on ne croirait pas lire du Lacan quand on lit ça. Cet échange entre le signifiant et le signifié qui est toute l'histoire de l'esprit humain. On citait tout à l'heure. On peut citer à propos ce passage que donne Dante dans son livre de l'éloquence en vulgaire. Ces mots sont pour ainsi dire polis et quittent les lèvres du locuteur avec une certaine douceur.
Par exemple, amore. Alors évidemment, ça aurait été mieux que ce soit Francesca qui dise les mots. Donna, dizio, virtute, donare, Laetitia, Laetitia qui veut dire la joie, bien sûr, salute, secultate et defesa. Defesa, voilà. C'est bien, c'est pas mal pour eux. Dans son séminaire L'identification, Lacan remarque que Dante identifie d'ailleurs un être vivant, vous avez compris, Béatrice, et un signifiant, celui de la sagesse. Elle représente alors toute seule la totalité du savoir, la philosophie. On peut dire que tout le travail de Dante se situe dans un espace métalinguistique, dans sa volonté de produire une langue nouvelle. La question va être reprise beaucoup plus tard par Lacan. Dans son séminaire, L'insu que c'est de l'une des vues. Lacan, à ce sujet, dit « Dans l'étourdi, ce métalangage, je le fais presque naître. » Et il ajoute aussitôt que c'était, d'ailleurs, il ajoute dans quelque chose qui est pour une préface, où il s'approuve lui-même, en disant ça, ce qui est de l'ordre de la comédie. Donc ne vous approuvez pas vous-même, sauf à être comique, ce qui l'amène à Dante. Cette comédie est divine, je cite. Elle est bouffonne. Bizarre. Dante bouffonne sur l'œuvre divine et Lacan ajoute, d'ailleurs, d'œuvre divine, il n'y en a pas, à moins qu'on ne veuille l'identifier à ce que j'appelle le réel. Jolie phrase. Dante bouffonne à partir de la poésie amoureuse. Il ne crée pas un métalangage, mais en quelque sorte une métalangue. Lacan ajoute « Toute langue nouvelle est une métalangue. Mais comme toutes les langues nouvelles, elles se forment sur le modèle des anciennes, évidemment. C'est-à-dire qu'elle est ratée. Elle rate le réel. Toutes les langues ratent le réel, et chaque fois qu'on essaie d'en faire une nouvelle, elle continue à rater. C'est donc une bouffonnerie de langue. Si elle valait mieux, on pourrait dire ce qu'énonce quelque part Dante, alors là c'est le latin, nomina sunt consequentia rerum. La référence se trouve dans la Vita Nova, c'est-à-dire que les noms sont la conséquence des choses. Le nom d'amour est si doux à entendre qu'il paraît impossible que son action, dans la plupart des choses, puisse être autre que douce, parce que les noms correspondent aux choses nommées selon ce qui est écrit, nomina sunt consequentia rerum. Pour Lacan, il faudrait pour cela une conséquence réelle qui puisse justifier cette formule. Il faudrait que la langue ne rate pas le réel. Pourtant, pour Lacan, le par-l'être adhère à l'hypothèse de Dante. C'est pour ça peut-être aussi qu'il rate le réel. Mais le réel reste pour lui l'autre, pour Lacan, l'autre que le sens. Et il pose « Le langage n'est impropre qu'à dire quoi que ce soit. Le réel n'est qu'impropre à être réalisé. » D'après l'usage du mot, alors là, il utilise l'anglais « to realize », ça ne veut rien dire d'autre que imaginer comme sens. Donc là, je pense qu'il dialogue certainement avec les logiciens de son temps. Mais il peut dire aussi, en effet, déboucher sur l'idée qu'il n'y a de réel que ce qui exclut toute espèce de sens, point sur lequel Jacques-Alain Miller nous a beaucoup appris, est exactement le contraire de notre pratique, car notre pratique nage dans l'idée que non seulement les noms, mais simplement les mots ont une portée. En effet, si le réel et le sens, c'est deux choses différentes, si les noms ne tiennent plus aux choses, alors ce qui est alors la question, comment la psychanalyse est-elle possible? La psychanalyse ne serait-elle que du semblant? On peut conclure en remarquant que la tentative de Dante n'a pas été sans conséquence dans le réel. Il a marqué la langue, il a su mettre du réel dans le sens, et pas n'importe lequel. On peut dire que l'Italie ne serait pas l'Italie sans Dante.
Autrement dit, il a contribué aux symptômes en tant que poète, symptôme qu'est l'Italie. C'est en tant que symptôme nouant le réel et le sens, mais pas sans image, ça aussi ça fait penser à l'Italie, que nous sommes proches de lui et que nous pouvons le suivre. Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture suivie aussi de Dante, qui finalement apparaît dans le séminaire à 3 reprises, 3 courtes occurrences. Vous les avez, je crois, traversées toutes les 3 à travers votre exposé. Alors, j'avais envie de commencer à vous interroger à partir de cette formule de Lacan, en tout cas cette idée que Dante aurait trouvé le plus grand intérêt à la façon dont Lacan s'est interrogé sur le langage. Donc, l'ambition de Dante est de reconstruire une grammatica neuve. Jusqu'à lui, le latin était seul habilité à incarner la grand-mère. Donc, Dante s'intéresse aux langues vulgaires, c'est-à-dire, vous dites, aux parlers divers, pour les élever à la dignité d'un vulgaire illustre. C'est osé quand même, c'est quand même une entreprise épatante. On est toujours dans la topologie de tout à l'heure, c'est un vulgaire illustre. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il s'intéresse, comme vous le mentionnez, au plaisir de parler. Alors, finalement, ces distinctions, je les trouve assez proches, finalement, de celles qu'a introduite Lacan entre le langage, la langue et la langue en un seul mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, ça résonne. On sent que la question est un peu commune, mais le résultat est très différent. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé de l'insuccès de l'U. Vous avez vu, c'est que les deux partent d'une certaine façon de la langue, c'est-à-dire dont Lacan dit d'ailleurs que ça a été inventé par les femmes qui parlent, exactement comme Dante dit que c'est Ève qui a commencé à baratiner, et en baratinant, on crée la langue. Mais la langue, c'est pas la langue, parce que la langue, c'est quelque chose de construit. Et au fond, l'idée de Dante, c'était quand même de construire la langue. Il y est d'ailleurs en partie parvenu. Et donc, c'est pas un éloge de la langue. C'est aller faire les poches de la langue ou de la langue pour construire sa langue. Mais il a l'idée quand même de faire les poches, et c'est là où il est poète, c'est qu'il sait que la langue qui va fonctionner, il faut aller la chercher dans les expressions de chacun. D'ailleurs, je n'ai pas repris parce que à la fois je ne parle pas italien et à la fois il y en a la plupart du livre, ce que je vous ai dit, c'est presque l'introduction du livre. Parce que la plupart du livre, c'est des exemples où il dit, voilà, alors à Naples, on dit comme ça, mais vous avouerez quand même, c'est napolitain, c'est très laid de dire ça comme ça. Alors les Toscans, ils disent ça comme ça, c'est un peu mieux, mais c'est pas quand même tout à fait parfait. Et puis les Vénitiens, ils disent comme ça, mais alors là, ça va pas du tout, les Vénitiens, etc. Alors à chaque fois, il dit, ah oui, c'est pas mal, mais c'est raté. Enfin, il me semble. Et donc, avec ce qui est raté, avec les bouts de langage ratés, il se dit qu'il va trouver un fond, et ce qu'il a en partie réalisé, un fond qui va toucher quelque chose. C'est pour ça que je dis quelque chose du réel de la langue, mais c'est un éloge ambigu. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, si vous voulez, il a un petit côté, comme c'est formidable, les parler divers, mais en réalité, à la fin, c'est à condition qu'il se range sous le 1. Parce que c'était quand même un homme d'ordre, Dante. Hein. C'était pas du tout le genre. Voilà, il aimait bien que les choses soient en place. Il valorise, il met en valeur quand même la multiplicité des langues, le plaisir qu'il y a dans la langue maternelle, et je vous poserai ma question, mais c'est la réduction, vous avez dit, du multiple au 1. Voilà, c'est là où il diffère de Lacan, en tout cas, parce qu'il veut trouver
à l'intérieur même des langues différentes, une unité, quelque chose quand même de... Oui. Alors, sur la langue maternelle, il dit donc 2 phrases. La première, donc, Dante s'intéresse au caractère premier et primitif du langage qu'il appelle maternel. Et puis, il dit, Dante parle de la langue maternelle comme celle que parlent le nourrisson et l'homme du peuple. Alors ça, voilà. Oui, le nourrisson, il parle la langue de l'autre, la langue maternelle, c'est logique. Et l'homme du peuple, parce que, on parlait avec Francesca, l'homme du peuple ne parlait pas latin. Alors, ce qui est intéressant, parce que moi, j'avais fait un article sur. On m'avait demandé un jour de faire un article sur la langue. Alors, je ne connaissais rien, donc je me suis mis. Et d'où ça sort. Et au fond, Lacan, là, une fois de plus, montre, je pense, un profond sérieux. C'est si on lit Meillet sur l'histoire de la langue latine, il explique qu'à un moment donné, le latin vulgaire a mis à bas le latin. C'est-à-dire que le latin qu'on parlait dans les rues a fini par détruire le latin, disons, des écrivains, et que de là est né le reste des nouvelles langues. Alors Lacan s'amuse quand il dit à chaque fois elle rate quelque chose, mais c'est certainement l'homme du peuple. Enfin, l'idée de Lacan dit ça à propos de la psychose. Mais au fond, la langue, c'est ce qui se passe, ce qui se parle dans la rue. Voilà, c'est là où elle commence à exister. Alors après, le poète est celui qui va la recueillir pour en faire une vraie langue. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait du poète dans le coup. Ça ne suffit pas qu'il y ait le peuple. Mais d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, je pensais Dostoïevski aussi était très fasciné par le peuple. Ça l'a mené au pire parfois, mais voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant, cette idée de Lacan. Voilà. Alors, par ailleurs, Lacan n'a pas proposé le chemin du poète tout à fait pour le psychanalyste. Il a nuancé ça. Et que ce qu'il dit du poète, c'est qu'il sent la forme phonématique qui a pris un mot et sa signification. Donc, il y a quelque chose du son qu'il... on a discuté beaucoup sur la langue, la relation, et là, il y a la question de la phonématique qui passe essentiellement par les sons. Ben, je pense que comme il était assez proche de Jacobson, et évidemment, il y a le bouquin de Jacobson, incontournable, Le son et le sens, où Jacobson, contrairement d'ailleurs à la linguistique structurale classique, fait valoir justement cette fonction du sens. Parce que pour les structuralistes, le cratyle, dire l'idée de Platon que il y a quelque chose d'un rapport entre naturel, si l'on veut, enfin que la chose et le son et le phonométrique qu'on sonne ont un rapport, ce qui est tout un des enjeux de ce séminaire, était un scandale pour les structuralistes. Donc on peut dire que le séminaire 12, ça commence à être un Lacan qui, en s'appuyant sur la topologie, met du désordre dans le structuralisme. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il dit la structure, c'est la topologie. Ce qui est une façon de dire, ce n'est pas la structure de Saussure. Alors après, bon, il n'en restera pas. Justement, c'est dans l'étourdi qu'il s'apercevra que peut-être pas. Bon. Oui, parce que cette troisième référence à Dante arrive entre une référence socratique et une référence sur la nomination. Alors j'ai trouvé ça assez à la fois lumineux et obscur, pour rester dans la topologie.
Alors, j'avais envie que vous précisiez finalement cette dimension qu'il me semble retrouver lorsque vous dites que Dante a su mettre du réel dans le sens ou dans le symbolique. Et finalement, je me disais, finalement, quel est ce réel, en fait? Quel est le réel en question ici? Sachant qu'il termine cette démonstration par un mot tout à fait épatant, qui est celui de la suture. Voilà, je me suis demandé si c'était la fonction de la suture dont Lacan parle à l'issue de cette référence aussi, c'est-à-dire faire rentrer le réel dans le symbolique. Oui, votre question a l'air simple, mais elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout simple parce que, comment dire, je lisais là, j'essayais un petit peu de me mettre au point sur la topologie et je disais qu'au fond, Milnor, qui est un mathématicien, a inventé la chirurgie topologique. Ce qu'il appelle la chirurgie topologique, c'est l'art de la suture après la coupure. C'est vrai, les chirurgiens font que ça, ils coupent et ils suturent. Et donc, ça fait partie, vous verrez sur Internet, il y a des articles sur la chirurgie topologique, qui consiste en effet à faire des opérations sur les figures, enfin sur les entités topologiques. Et au fond, alors Lacan, il nous surprend, enfin moi, il m'a surpris, c'est quelque chose d'une interprétation qu'il fait à Leclerc. Donc c'est intéressant. Leclerc, dont il n'est plus très sûr, peut-être à l'époque, sur l'histoire du Port-Gély. Le Port-Gély qui a l'air d'être, comme disait Francesca tout à l'heure, une espèce de nom de jouissance. Et alors on pourrait dire, au fond, formidable, Leclerc a trouvé le nom de jouissance, et voilà, on arrive à un résultat consistant, c'est formidable. Réponse de Lacan, il faudrait réouvrir tout ça. Votre nom de jouissance, ça sert comme, c'est ce qu'il dit du nom propre. Il dit le nom propre, ça suture. Et alors c'est très curieux parce qu'il dit ça, il y a une espèce d'ambivalence parce qu'à la fois, c'est quelque chose du trou, mais d'un trou qui vient suturer un autre trou. Donc évidemment, bouteille de Klein au carré, mais il a cette idée que le nom propre opère une suture. Et donc, dans Porgelli, il dénonce la suture. Alors, c'est intéressant parce que c'est comment dire, les deux côtés de la nomination. C'est-à-dire la nomination, et il doit penser aussi, il sort quand même du séminaire qu'il n'a pas fait sur le nom du père. On peut penser que le nom du père, ça vient boucher le trou quand même. Ça vient boucher le trou du rapport qu'il n'y a pas, enfin, parce que tout à l'heure, on disait, enfin, on faisait tous ces moments dans ce séminaire où il y a des choses qui sont à côté les unes des autres, mais qui ne, comment dire, qui n'ont pas de rapport et qui sont pourtant très proches. Et je veux dire que là, il commence à aborder avec la topologie aussi quelque chose de ces voisinages, de ces proximités, mais qui ne passe pas forcément par la suture, quoiqu'il n'en dit pas forcément du mal non plus de la suture. Voilà. Alors après, il dit que ça peut se décliner selon les. Tout à l'heure, il y avait névrose, psychose et perversion. Alors, la suture, au fond, on voit bien ce que ça représente pour un obsessionnel, c'est le cas de Leclerc. Alors après, je me suis dit, au fond, pour un psychotique, c'est quoi la suture? Je vous ai l'habitude que moi, peut-être dans ce domaine, et je me suis dit, ça doit être le délire. Oui, c'est sûr. Et alors, je me disais, au fond, alors après, il y a la perversion, ouais, et l'hallucination aussi. D'ailleurs, il y a des nominations hallucinatoires qui, voilà, tu es ceci. Et pour la perversion, je me disais, c'est quand même le fait que de suturer l'autre. Elle n'est pas du côté du sujet, du côté de l'autre. Et c'est là où j'ai pensé à l'histoire de Kant avec Sade, où quand même il s'agit de coudre la mer, quoi. Hein?
Lacan dit la façon dont se font les sutures dans l'histoire subjective de tel ou tel. Ah oui, alors c'est vrai que traditionnellement, on se dirait comment se sont fait les coupures. Et là, paf, je veux dire, on remet le compteur à zéro. Ah, mais vous n'avez pas pensé aux sutures. Alors allons examiner les sutures. Mais c'est vrai que cliniquement, c'est intéressant. C'est-à-dire de ne pas savoir qu'est-ce qui a pu faire rupture, coupure, séparation, etc. Mais qu'est-ce qui a pu faire suture. C'est-à-dire qu'est-ce qui est venu refermer la plaie, mais trop tôt. Et vous savez, quand on referme la plaie trop tôt, ça fait une vilaine cicatrice et ça maintient l'infection des fois. Bon. Bon, il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises, et c'est le mot surprise. Et je pense que ces 4 éclats ont été choisis avec ces critères. Les critères de la surprise. Et croyez-moi que les séminaires 12 n'en manquent pas de surprises. Et Miller dit dans la 4e découverture qu'il s'agit d'un séminaire éparpillé, éparpillé autour d'un centre. Et ce centre, c'est l'être du sujet, les sujets lacaniens, divisés, fondus, qui n'a rien à voir, précise Miller, avec l'ego. Donc, il me semble que dans cette division, dans cette vacillation, s'éloge une quantité énorme de surprises qu'on lit tout au long d'un séminaire très clinique, il faut le dire. Il est 23 heures. On vous remercie pour votre intervention. Recording stopped.